Ceci est l'histoire d'un film qui a failli être oublié. 1978, Festival d'Avoriaz. Alors que concourent des films tels que Le Crocodile de la mort de Toby Hooper, La dernière vague de Peter Weir, qui obtiendra le prix spécial du jury, ou encore Eraserhead de David Lynch, qui remportera l'Antenne d'Or, le jury du festival, composé entre autres de William Friedkin, Fernando Arrabal, Jane Birkin, Alain Delon, Sergio Leone ou encore Henri Verneuil, décerne son Grand Prix à Full Circle, second long métrage d'un jeune réalisateur britannique âgé de 32 ans nommé Richard Loncraine. Peut-être à cause de l'ombre écrasante de Rosemary's Baby de Roman Polanski, avec lequel il partage son actrice principale, de L'autre de Robert Mulligan ou de Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, le film, plutôt boudé par la critique, sera un peu oublié. Jean Tullard écrit dans son guide des films « Ce film ne présente guère d'originalité à l'exception de son début, mais la mise en scène, un peu trop sage, est soignée. » Ailleurs dans le dictionnaire du cinéma, le même Tullard décrit Full Circle, rebaptisé Le Cercle Infernal en français, comme un honnête film d'épouvante. Mais sans plus. Quelques années plus tard, la très bonne adaptation de Loncraine du Richard III de Shakespeare, quant à elle, emballera tout le monde. Une adaptation qui trouve des résonances directes avec la toute première production du Mercury Theatre, Jules César en 1937, dans laquelle Orson Welles, âgé de seulement 22 ans, transposa avec une modernité folle la pièce de Shakespeare sous le fascisme mussolinien alors en activité. C'est parce qu'il devint culte par la suite que Full Circle ne tomba pas définitivement dans les limbes de l'oubli. Et il y a de quoi en faire un film culte. Adapté de Julia, second roman de l'écrivain Peter Straub, et son premier dans le genre fantastique sorti en 1975, Full Circle va s'éloigner de son modèle pour prendre certaines libertés, nous y reviendrons. Après une séquence d'introduction absolument traumatisante dans laquelle le personnage de Julia perd sa fille, nous suivons le parcours d'une mère qui ne peut accepter la mort de son enfant. Une fois le choc de cette introduction passé, ce n'est pas tant la peur qui domine le film, mais une ambiance éthérée et anxiogène. Dans ses notes sur l'écriture d'histoires fantastiques, Lovecraft écrit « L'atmosphère et non l'action constituent le véritable cœur du récit fantastique. En effet, tout ce à quoi un récit fantastique aspire, c'est de constituer une image saisissante d'un certain type d'état d'esprit humain. » Dans Full Circle, on assiste impuissant à la tristesse insupportable de cette mère détruite de n'avoir pu sauver sa fille, et qui s'enfoncera, inexorablement, vers une fin inéluctable, jusqu'à un final tout aussi saisissant que l'ouverture. Car le cercle complet du titre n'est pas celui du groupe de Spirit qui viendra chez Julia. Le sens du titre se découvrira à la toute fin. Dès le générique, le film anticipe un devenir fantomatique de ces personnages. Le Cercle Infernal est avant tout un drame à échelle humaine, un film montrant, avec pudeur, la douleur inconsolable d'une mère meurtrie. Le film, en particulier grâce à la délicatesse de sa photo, signée Peter Hannan, est d'une grande douceur et fait preuve d'empathie et d'une immense compassion pour son personnage principal. Il frappe par son refus du spectaculaire. Le rythme du film est volontairement lent, créant une atmosphère onirique et feutrée, loin des grandes orgues gothiques, comme l'écrit Jean-Pierre Andrevon. Le film comporte environ 500 plans, ce qui prouve une volonté de ne pas couper, nous dit Jean Regazzi, de laisser le temps irriguer chaque image. L'importance que porte Loncraine à la composition de l'image, l'intelligence avec laquelle il emploie le format scope, en laissant de grands vides dans le cadre, isole le personnage de Julia, interprété par une Mia Farrow évanescente et émouvante au dernier degré. Loncraine utilise tous les outils en sa possession pour nous faire ressentir la solitude du personnage. Que ce soit par l'utilisation de longues focales ou du grand angle, qui, en plus d'esseler le personnage, déforme les bords du cadre, montrant la fragilité de sa perception du réel. Ou
par les plans d'ensemble avec des plongées qui l'écrasent perpétuellement. Alors qu'à plusieurs reprises, les autres personnages sont filmés en légère contre-plongée, comme si la caméra était à hauteur d'enfant. Le film privilégie très largement les personnages féminins, soulignant les hommes par leur absence, ou montrant leur médiocrité et leur veulerie. En plus de l'emploi du hors-champ, caractéristique du cinéma fantastique, le film repose sur des bribes d'histoires racontées, sur des non-dits. Lon Crane n'a jamais recours au flashback et tient en dehors du visible les horreurs du passé, car elles sont irreprésentables, par nature inimaginables. C'est la mise en scène elle-même qui va illustrer les morceaux de ces récits fragmentés, sans jamais représenter. Il faut aussi souligner l'importance de la musique de Colin Towes, dont c'est la première création. Élégante, lancinante, entêtante, minimale et mélancolique comme du Satie, elle participe pleinement à l'atmosphère feutrée et intimiste du film, tout comme les décors. Jouant avec les archétypes incontournables de la maison hantée, comme le grand escalier central, Lon Crane, de par sa réalisation, nous propose un agencement du lieu qu'on ne comprend pas forcément très bien. S'il est difficile de saisir réellement sa topographie et comment sont placées les pièces les unes par rapport aux autres, il y en a une en particulier qu'il semble impossible à relier aux autres. La chambre d'enfant. C'est un espace irrattachable à cette demeure, dans laquelle on ne pénètre qu'avec difficulté. Cependant, malgré toutes les immenses qualités de Full Circle, même ses plus grands admirateurs lui trouvent quelques défauts. Pascal Laugier, par exemple, qui a rendu hommage au film dans Saint-Ange, dira que le scénario est malhonnête et pose vraiment problème. La malhonnêteté qu'il pointe là n'est pas tant dans le scénario que dans la réalisation, en particulier dans deux séquences et plus précisément dans deux plans. Celui de la lumière qui s'éteint à la mort de Magnus, rappelons aussi qu'on voit un reflet dans le miroir, et le plan de la fenêtre, juste avant la mort de Marc. Dans le premier cas, si la lumière s'éteint, c'est que quelqu'un ou quelque chose l'a éteinte. Dans le second, la caméra qui s'approche de la fenêtre laisse sous-entendre qu'il y a une présence. C'est ce qui fait dire à Laugier que Lon Crane joue sur les deux tableaux. Jean-Pierre Puters, quant à lui, parle de récits truqués. Mais il est important de noter une chose, on ne parle jamais de ceux qui sont tués dans le film. Ils ne sont jamais mentionnés. Magnus, qui est pourtant dans la cave, et surtout Marc dans son logement-magasin, sont deux corps qu'on aurait dû, ou tout du moins pu, facilement découvrir. Alors pourquoi ? Pourquoi Lily, la sœur de Magnus, n'appelle-t-elle plus jamais Julia après la disparition de son frère ? Pourquoi Julia ne va pas chercher Marc avant de partir voir Heather Rudge à l'hôpital ? Peut-on légitimement considérer ça comme des erreurs ? Ou comme une volonté de la production de rajouter des morts pour surfer sur l'époque ? Et si Lon Crane cherchait à se démarquer de l'ombre aussi imposante de ses aînés pour nous dire autre chose ? Une hypothèse valable serait que la mort de Magnus représente les premiers fils de la raison de Julia qui lâche, la lumière qui s'éteint n'appartenant pas tant à la diégèse du film qu'à un régime métonymique des images, et que la mort du personnage joué par Tom Conti n'est que la métaphore des dernières amarres qui sont larguées par Julia, avant qu'elle ne quitte définitivement les rives de ce monde. Certes, cela oblige à une certaine lecture métaphorique ou allégorique du film, mais difficile de faire l'impasse sur certaines charges symboliques, comme par exemple le père et la mère, qui sont les deux seuls personnages à mourir en présence du fantôme, faisant que les trois membres de la famille Lofting ont subi exactement la même mort. Vinciane Després nous explique que le terme reprise désigne à la fois, par ses heureuses coïncidences sémantiques, l'art de la couture et du ravaudage, l'art de combler ce qui manque, l'art de guérir les tissus et l'art d'assurer un relais. Cela n'a rien à voir avec le deuil dans sa forme classiquement surannée, voire sa forme un peu autoritaire dans les théories psychologiques qui enjoignent à l'oubli. C'est la reprise d'une vie qui insiste. Les gens qui voient des fantômes sont des êtres qui réactualisent une absence active. Julia fait partie de cela. Mais elle est prise dans des projections, d'où l'apparition au travers d'un miroir et le fait que la réalisation n'inscrit absolument jamais dans le même plan Olivia et Julia. Des projections qui, insidieusement, la détournent de son mouvement initial, le refus d'oublier son enfant.
René Daumal disait de la figure du fantôme que c'est comme un trou dans du tissu, une absence qui se définit par la présence qui l'entoure. Julia est prise dans une enquête qui se met en quête de rétablir l'histoire. Rétablir est à entendre dans les deux sens du mot. Il faut entendre rétablir dans le sens de guérir de sa douleur, mais aussi celui de remettre droit, de rectifier, que la vérité puisse être restaurée, redressée. Julia est incapable de tenir, comme on dit, à l'image de ce château de cartes qu'elle construit à partir des photos et qui s'écroule. Elle refuse de répondre à l'injonction de faire son deuil. Porter le deuil est une autre façon, rappelons-le, de rendre absent. Dans son livre « Soigner les morts pour guérir les vivants », Magali Molinier décrit le processus de deuil dans lequel le mort n'a d'autre rôle à jouer que celui de se faire oublier, comme une longue et douloureuse activité intrapsychique de remémoration qui mène le vivant à désinvestir progressivement son objet d'amour jusqu'à lui en substituer un nouveau. Le film de Lon Crane semble illustrer à merveille cette description. Tout comme Ne vous retournez pas. To forget about what happened, to get rid of this emptiness. It's been with me like some pain. And finally, through these two women, I've discovered how. Julia refuse donc de répondre à cet impératif du « on doit faire avec », préférant se demander « qu'est-ce qu'on fait avec ?» Elle refuse de se résigner à cette réalité que lui impose la société, ses proches, cette exigence de détachement des liens. Par ce déni, elle cherche à se représenter ce qu'a fait Olivia, comme pour rendre présent à nouveau sa propre petite fille. Mais malheureusement, Julia se trompe dans la possibilité de construire la solution comme réponse à cette épreuve. Comme durant le film de Nicolas Roeg, le refus de deuil ne fait pas reprise mais se transforme en méprise. Julia est prise, comme le nomme Michel Tournier dans Le Roi des Aulnes, dans une inversion maligne qui conduit au culte de la souffrance et de la mort et qui s'accompagne logiquement de la haine implacable de la vie. Prise dans le rêve d'un autre fantôme, Julia se trompe dans les moyens de faire vivre son enfant un peu plus longtemps et elle n'y survit pas. Comme l'écrivent Abraham et Torok, à défaut de pouvoir liquider le mort et décréter définitivement « il n'est plus », l'endeuillé le devient pour soi-même. D'où le pessimisme terrifiant de la fin. Ce magnifique et terrible plan final, dans lequel le titre original prend alors tout son sens. Lorsque passé de l'autre côté, on comprend ce qu'on voit, il est déjà trop tard. Le mouvement de caméra boucle la boucle et se termine en se raccordant à son ouverture. C'est une tragédie. Cette fin profondément ambiguë ouvre à l'interprétation. Julia s'est-elle suicidée ou alors s'est-elle laissée tuer par le fantôme d'Olivia ? Une des grandes forces du film est que cette question ne peut être résolue, Lon Crane laissant planer le doute grâce au hors-champ. En maintenant cette hésitation, on pourrait facilement inscrire le cercle infernal dans la glorieuse lignée du fantastique tel que le définit Todorov. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Ou bien il s'agit d'une illusion d'essence, d'un produit de l'imagination, et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont, ou bien l'événement a véritablement eu lieu. Il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre des réponses, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Une des meilleures illustrations de cette hésitation se trouve dans Les Innocents de Jack Clayton. La réalisation suit inlassablement le point de vue de la gouvernante et brouille ainsi la lecture du film. Était-ce le délire érotisé d'une femme ou bien la demeure de Bly est-elle réellement hantée ? À la fin, aucun choix n'est fait entre le fantasme et le fantastique. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui nous rassurait le plus en tant que spectateur. Que les fantômes existent réellement ou le danger que représente la gouvernante pour les pauvres enfants. Cette question du doute qui subsiste est exploitée à merveille dans Rosemary's Baby. Polanski adopte lui aussi systématiquement le point de vue de Rosemary et ne le quitte absolument jamais, ce qui a pour effet de nous laisser dans l'incertitude. La séquence finale, par exemple, a-t-elle réellement eu lieu ? Ou alors est-ce le délire d'une jeune femme qui vient de perdre son bébé en couche et qui ne prend plus ses médicaments ? Là où Rosemary's Baby entretient le doute tel que le formulait Todorov, les deux plans de Full Circle mentionnés plus tôt semblent le briser.
Alors qu'en dehors de ces deux moments, l'ambiguïté est entretenue tout le long, même à la fin. Alors pourquoi ? Parce que le film de Lon Crane passe dans un autre champ, pose la question autrement. Ce n'est peut-être pas tant un récit truqué qu'une narration qui montre ses coutures pour mieux se révéler. On a reproché au film de ne pas exploiter davantage le trouble entre fantasme et réalité, mais c'est bien parce que ce n'est pas là le propos. Il n'y a pas ambiguïté mais coïncidence, coexistence, fusion de ces deux aspects de la réalité. Ce n'est pas un ou bien, mais un ceci et cela. Le philosophe William James, qui, ne l'oublions pas, était le frère de Henry James, à qui on doit le motif dans le tapis, mais aussi le tour d'écrou, qui inspirera Les Innocents de Jack Clayton, voyait dans le talent des médiums la possibilité de sentir autre chose et d'imaginer qu'il y a autre chose que ce qui nous est immédiatement donné. Il y voyait une voie magnifique pour explorer cette chose que nous connaissons si mal, dont nous ne savons pas de quoi elle est capable et que nous nommons conscience, nous rappelle Vinciane Després. Le film de Lon Crane n'est pas tant dans le maintien du doute que dans une résistance à la tentation de l'assignation. Il évite ainsi le piège qui paralyse si souvent la question. Poser l'existence physique d'un côté, le monde matériel, et l'existence psychique de l'autre, le fantôme comme production subjective. Cette distinction habituelle ne laisse au fantôme que deux destins possibles, tout aussi misérables l'un que l'autre, celui du non-existant ou celui du fantasme, de la croyance, de l'hallucination. Partant de là, il s'agit de ne plus opposer les deux conceptions dans l'hésitation de Todorov, mais de les envisager sous un autre jour, sous un autre angle, ne faisant plus une frontière entre réel et surnaturel, mais une profondeur de champ dans la perception de la réalité. Plutôt que de poser une distinction entre réel et irréel, on peut reprendre la nomenclature proposée par Alan Moore dans Promethea, matériel et immatériel, ces deux concepts étant tous deux parties intégrantes de la réalité. Réduire l'horizon des possibles à la question de la croyance fait manquer quelque chose, car il se passe quelque chose. On croit toujours plus qu'on ne croit. Le film témoigne moins d'un changement de registre, du quotidien au fantastique, du prosaïque à l'enchanté, que d'une béance du sens et de ce qui serait susceptible de la combler. Comme le dit Grégory de Laplace, des moments où la composition du monde ne va plus de soi, où la réalité se fissure et s'effrite, où elle demande à être réévaluée. Les fantômes sont à même de rendre visible une présence dans le présent d'un passé qui ne passe pas. Les fantômes nous obligent à être affectés. Et se pose la question, jusqu'à quel point peut-on se laisser entraîner par les fantômes ? Le film lui-même ne nous dit que ça. Julia est prise au milieu de Katie et d'Olivia, qui sont les deux faces de la même médaille qu'est l'enfance. Si Julia veut se rapprocher de Kate, elle est obligée d'accepter et d'accueillir Olivia pour retrouver sa fille. L'ultime fil qui nous maintient encore attachés du côté des vivants est si fragile qu'il se brise souvent à notre insu, comme ce fut le cas pour Julia. En acceptant de la rejoindre, Julia sauve la mémoire d'Olivia, car plus personne n'est là pour se rappeler d'elle. Well, as far as I can gather it, and then she seems to have disappeared. Et contrairement à David Swift ou Heather Rudge, si Paul Winter ne meurt pas, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'il ne veut pas se rappeler. Il s'en fiche. I don't care to remember anything, Ducky, and you're being the tiniest bit boring. C'est là le changement majeur opéré par Lon Crane par rapport au roman original de Straub. Le film ne traite pas de la question du retour du refoulé, thématique si présente dans le cinéma de fantômes, mais il propose un changement de perspective et de point de vue. Sinon, comment expliquer que David Swift n'ait pas été puni plus tôt alors qu'il avait déjà parlé, il y a 30 ans, provoquant la mort d'Olivia ? Lorsque s'effacent les traces et que personne n'est là pour entourer l'absence de présence, le fantôme tombe dans l'oubli. Et Julia se sacrifie pour qu'elle ne soit pas oubliée, qu'elle ne soit pas seule. Comme l'écrit à nouveau Vinciane Després, si on ne prend pas soin d'eux, les fantômes meurent tout à fait. Ceci est l'histoire d'un fantôme qui a failli être oublié.